Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Crise dans nos grandes organisations. Peut-on interrompre la violence? Peut-on mieux vivre ensemble en changeant nos relations au travail? Les entreprises, les administrations, les collectivités locales, les partis politiques, les syndicats, les équipes de football, les troupes de théâtre, les associations, les hôpitaux, les centres de recherche, les écoles sont des terreaux de rivalité. La rivalité surgit à tous les niveaux. Entre collègues, entre départements, entre niveaux hiérarchiques, entre vendeurs et clients, entre acheteurs et fournisseurs. À l'origine, se trouve le désir de s'approprier le pouvoir, la reconnaissance, la valeur, les honneurs, la sécurité, les titres. Pourtant, quelques-uns parviennent à mieux coopérer. Ils vivent mieux ensemble, paraît-il, dans leur entreprise, leur association, leur école ou leur ministère. Compétition, rivalité et violence sont endiguées. Ont-ils posé les bases d'un futur vivre ensemble? Isaac Getz, Frédéric Laloux, Martin Messonnier et d'autres ont fait connaître ces organisations, suscitant incrédulité, curiosité, enthousiasme. Le 15 décembre 2015, 750 chefs d'entreprise assistent à la conférence d'Isaac Getz. Le 13 janvier 2016, 900 personnes, parmi lesquelles de nombreux dirigeants, assistent à la conférence de Frédéric Laloux à Paris. Laloux lui-même se dit que si autant de monde se déplace de toute la France pour l'écouter, c'est qu'il se passe quelque chose. Mais quoi? Qu'est-il donc arrivé à nos grandes organisations? Origine de nos grandes organisations. Nos grandes organisations, c'est-à-dire la plupart des institutions publiques et privées, ont en commun hiérarchie, division du travail, standardisation et séparation entre ceux qui conçoivent et contrôlent d'un côté et ceux qui font de l'autre. On attribue trop souvent à Frédéric Taylor la paternité de ce type d'organisation du travail. Dès le XIVe siècle, l'arsenal de Venise emploie plusieurs milliers d'ouvriers à la chaîne, même si ce n'est pas un terme de l'époque. Et l'organisation est étonnamment moderne. Nos croyances à propos de l'organisation du travail remontent au moins à la civilisation sumérienne. Cela fait plus de 5000 ans que les groupes civils, religieux, militaires et sociaux s'organisent presque systématiquement sur un mode hiérarchique, moins pour l'efficacité que pour maintenir l'unité du groupe. Aujourd'hui encore, beaucoup d'entre nous considèrent qu'une organisation, publique ou privée, doit obéir aux principes de hiérarchie, de division du travail, de standardisation et de séparation entre ceux qui conçoivent et contrôlent et ceux qui font. Nous n'avons pas fini de nous défaire de ces croyances. L'organisation scientifique du travail. Au XVIIIe siècle, on introduit la mécanisation du travail. Frédéric Japy est un précurseur en la matière. À la fin du XIXe siècle, l'ingénieur Frédéric Taylor développe son organisation scientifique du travail à partir d'expériences menées à la Midvale Steel Corporation dans les années 1880. Plus tard, Ford adjoindra au Taylorisme la division horizontale du travail, c'est-à-dire le travail à la chaîne. L'administration de l'entreprise. Contemporain de Taylor, le Français Henri Fayol décrit un modèle plus élaboré. À la différence de Taylor, Fayol est un industriel. Il décrit l'organisation de son entreprise, qu'il dirige jusqu'à ses 77 ans. Fayol dépeint le travail des ouvriers et aussi celui des dirigeants. Son modèle, l'administration de l'entreprise, sera beaucoup enseigné aux États-Unis, moins en Europe. Le grand restaurant. Auguste Escoffier est contemporain de Fayol et Taylor. Celui qu'on appelle le roi des cuisiniers et le cuisinier des rois, l'auteur de ce qui est encore aujourd'hui un guide culinaire de référence pour les chefs, est également à l'origine de l'organisation des restaurants. Prenant l'armée en modèle, il instaure les brigades. Il décompose le travail en cuisine, garde-manger, saucier, entremétier, rôtisseur, poissonnier et pâtissier et hiérarchise les rôles, chef, second de cuisine, chef de partie, commis. Nos croyances. L'histoire au-delà de la première révolution industrielle façonne notre conception du travail aujourd'hui. Le fonctionnement des armées européennes, l'organisation scientifique de Taylor, l'administration de Fayol et la cuisine d'Escoffier sont basés sur la hiérarchie. Hiérarchie, standardisation, division horizontale et division verticale sont des points d'ancrage du discours sur le travail, des relations au travail et du droit du travail. Bref, elles sont culturelles. Notre culture. La hiérarchie n'est pas propre à l'entreprise.
Elle correspond en fait à la vision du monde que s'en font les dirigeants. Proust décrit avec ironie le monde parisien de la fin du XIXe siècle. Les bourgeois d'alors se faisaient de la société une idée un peu hindoue, et la considéraient comme composée de castes fermées où chacun, dès sa naissance, se trouvait placé dans le rang qu'occupaient ses parents, et d'où rien, à moins des hasards d'une carrière exceptionnelle ou d'un mariage inespéré, ne pouvait vous tirer pour vous faire pénétrer dans une caste supérieure. On retrouve la même structure hiérarchique dans l'armée où, jusque tout récemment, le grade était lié à la naissance. L'Église catholique est elle-même hiérarchisée selon une structure identique. Nos villages traditionnels témoignent aussi de cette hiérarchie sociale. On y trouve une église, une mairie, des maisons d'artisans, des maisons anonymes, des fermes tout autour et souvent à l'entrée du village, une grande maison de maître, un manoir ou un château dont le propriétaire a été autrefois le maire du village. La remise en cause. Le monde est devenu progressivement plus complexe. L'accès à l'éducation a permis suffisamment de mixité sociale pour challenger ceux qui étaient autrefois leaders par la naissance. Les frontières entre les niveaux de la hiérarchie sociale ne sont plus hermétiques. Et on défend l'égalité des droits. La complexification du monde remet en cause les piliers de nos grandes organisations, à savoir hiérarchie, division du travail, standardisation et séparation entre ceux qui conçoivent et contrôlent et ceux qui font. L'autorité n'est plus crédible. On cherche à impliquer les employés dans la prise de décision pour 3 raisons. La première est que le monde s'est complexifié, et que les gens qui font le travail ont une meilleure connaissance de leur environnement direct que les chefs. On a besoin des idées et du point de vue de ceux qui font pour prendre de meilleures décisions. La deuxième est que les dirigeants se rendent compte qu'il existe dans leurs organisations des informations clés qui ne sont pas prises en compte dans les décisions, parce que ceux qui ont cette connaissance cachée ne sont pas ceux qui décident. La troisième est qu'on s'implique davantage quand on a pris part à la décision, que quand on reçoit des instructions d'un supérieur hiérarchique. L'entreprise a donc intérêt à ce qu'un maximum d'employés participent aux décisions. L'obligation de coopérer. La division technique du travail consiste à ce que chacun réalise ses tâches sans avoir à se préoccuper de ses collègues. Or, dans un monde où les clients attendent du sur-mesure de qualité dans un délai rapide, la bonne coopération devient essentielle. La satisfaction du client ne repose pas que sur le commercial. La qualité des produits n'est pas uniquement l'affaire de l'unité de production. Tout est lié. Le sur-mesure instantané. La spécialisation des tâches liées au machinisme a permis la croissance économique lors de la révolution industrielle. En décomposant le travail en tâches parcellaires, on a créé des emplois non qualifiés. Or, depuis près d'un demi-siècle, les tâches élémentaires sont affectées aux automates plus productifs. La conséquence est que le travail non remplacé par la machine est fait de tâches plus variées et moins standardisées. Faute de pouvoir standardiser les tâches trop complexes, on a standardisé les processus de l'organisation dans un premier temps. Les grands systèmes d'information, logiciels de gestion, ont supporté la standardisation des processus sophistiqués et transverses à l'entreprise. Mais au fur et à mesure que l'environnement économique devient plus turbulent, il faut adapter les processus plus fréquemment. C'est là le problème. Nos grandes organisations ne sont pas faites pour des prises de décision rapides et fréquentes. Et quand la décision est prise, il faut encore ajuster les processus concernés. Cela implique de revoir le paramétrage des logiciels, ce qui est toujours plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est un paquebot que l'on manœuvre. Pour avoir des organisations vraiment flexibles et agiles, l'idéal est de laisser ceux qui font prendre les initiatives. Exit la hiérarchie. La réunion de ceux qui conçoivent et ceux qui font. La tête de l'organisation est une expression qui avait tout son sens quand les dirigeants concevaient, programmaient, organisaient. Depuis longtemps, les dirigeants ne sont plus ceux qui pensent le détail de l'organisation. Non qu'ils soient devenus incompétents, mais que l'organisation utilise trop de savoir pointu. Par exemple, personne ne connaît le nombre de règlements en tout genre, incluant décrets, lois, normes, qui s'appliquent à une grande organisation quelle qu'elle soit sans parler du contenu de ces règlements. Le savoir de l'organisation s'est concentré dans les centres d'excellence spécialisés que sont les fonctions de support,
gestion des risques, achat, informatique, juridique, ressources humaines, contrôle de gestion, fiscalité, management de projet, qualité. Tout projet, tout changement, toute initiative stratégique, requiert la coopération de cette intelligence dispersée. Les changements échouent justement faute de coopération, à cause de la concurrence, de la rivalité entre les différents pouvoirs. Les fonctions de support cherchant, c'est leur rôle à imposer des règles, procédures, normes et formulaires à ceux qui produisent et à ceux qui vendent. En faisant cela, elles bureaucratisent le travail de ceux qui font et génèrent du conflit. Pour travailler ensemble, il faut sortir de la hiérarchie tout en limitant la rivalité. L'organisation non hiérarchique est propice à la coopération, à condition de contenir la rivalité. Peut-on vivre ensemble sans hiérarchie ? L'ancien système qui a produit nos grandes organisations se décompose lentement. Ceux qui y croient sont de moins en moins nombreux. Mais à ce jour, il n'existe pas d'alternative solide. Cette situation est propice au déchaînement de toutes les violences puisque ce qui faisait notre culture, notre vivre ensemble, se délite. Comment allons-nous vivre ensemble sans hiérarchie ? Chacun a ses certitudes, ses valeurs, son éthique. Coopérer avec l'autre m'oblige-t-il à renier mes valeurs ? Et si nous ne sommes pas d'accord, qui arbitre ? Comment dépasser la rivalité, la concurrence ? La violence, ce n'est pas l'agression, c'est la rivalité, dit René Girard. Comment amener les parties prenantes de nos organisations à coopérer pour innover, pour être plus agiles et plus performantes ? Le premier chapitre pose la question du changement de modèle. Partant du constat que nos grandes organisations sont vilipendées, et qu'il existe paraît-il des entreprises performantes où le bonheur est possible, pourquoi n'évolue-t-on pas plus vite vers ce type d'organisation ? Le chapitre 2 analyse les verrous internes qui empêchent nos grandes organisations de se transformer, et génèrent la rivalité, voire la violence, entre parties prenantes. En s'appuyant sur les découvertes anthropologiques de René Girard, le chapitre 3 identifie les conditions du dépassement de la rivalité dans l'organisation. Le chapitre 4 illustre la naissance et le développement de Sogilis, une entreprise hyperagile, sans hiérarchie, c'est-à-dire qui a su instaurer et entretenir la coopération entre parties prenantes. Le dernier chapitre insiste sur 10 caractéristiques qui opposent le fonctionnement de nos grandes organisations et celui d'une entreprise hyperagile. Première partie, diagnostic. Allons-nous vers une grande mutation ? À main gauche, le verre à moitié vide. Il est question de mal-être au travail, de désengagement, de résultats médiocres, d'incapacité à se réinventer en dépit des discours, d'inégalité de traitement, de crise de leadership, de fraude et de la destruction de l'environnement. À main droite, le verre à moitié plein. On parle du bonheur au travail, de la confiance, du respect, de l'innovation, de responsabilité, de valeurs, de rêves partagés et d'écologie. Il paraît que des cadres à haut potentiel abandonnent leur carrière dans la grande organisation, en dépit des risques et d'un salaire souvent plus faible, pour une vie meilleure dans des entreprises à taille humaine. On entend dire que des employés choisissent les projets sur lesquels ils travaillent, décident de leur nombre de jours de congé et même de leur salaire. Est-ce véridique ? Assistons à la fin de la grande organisation issue des 19e et 20e siècles ? Une mutation serait-elle en cours ? Il est vrai que nos grandes organisations font face à 2 dangers. Le premier est le danger dedans. Nous passons trop de temps sur des querelles intestines et des jeux de pouvoir. Les clients ne veulent plus attendre et les employés en souffrent. Le second est le danger dehors. Les changements se sont accélérés et nous mettons de plus en plus de temps à nous adapter. Les expériences passionnantes d'entreprises libérées, d'holacratie ou de B-corporation peuvent faire rêver. Réinventer l'entreprise serait possible. N'est-ce pas marginal ? Avons-nous des alternatives suffisamment solides pour l'avenir ? Se pourrait-il que la grande entreprise disparaisse avant l'émergence d'une alternative robuste ? Nos grandes entreprises vilipendées. La grande organisation issue du XXe siècle a fait long feu. Employés, managers, médecins, psychologues du travail, sociologues des organisations, maîtres spirituels, artistes, experts en nouvelles technologies et même professeurs de management, dirigeants et consultants en stratégie,
nous sommes de plus en plus nombreux à penser que nos organisations traditionnelles sont mal engagées pour l'avenir et peut-être dans une impasse. La complication inutile des organisations. En juin 2014, Yves Morieux et Peter Tolman, deux consultants du cabinet de conseil BCG, attirent l'attention sur le fait que les entreprises se mettent des bâtons dans les roues avec une organisation compliquée au sein de laquelle les niveaux hiérarchiques, les systèmes de contrôle et les fonctions de support sont de plus en plus nombreux. Ils invitent les organisations à simplifier leur fonctionnement. Un lieu de souffrance. Pour Vincent de Goljac, sociologue d'entreprise, nos organisations traditionnelles nous sommes de concilier l'inconciliable au point de nous rendre tous fous. Les injonctions paradoxales sont partout: autonomie contrôlée, innover dans les règles, faire plus avec moins, demander l'impossible. Prises à la lettre, ces demandes produisent de la culpabilité. On demande aux individus d'être des canards sauvages apprivoisés. Ils doivent être créatifs tout en étant conformes à ce qu'on attend d'eux. Et il n'y a plus de dialogue avec le manager, puisque ce sont les consultants extérieurs qui organisent le travail. Souffrance au travail. France Télécom, 56 suicides au total de 2006 à 2010. Police nationale, 57 suicides par an depuis 2000. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.